Tous les jeudis de l'été, à la petite église de Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans, il y a des concerts. Ce sont des concerts de musique de chambre et le 10 août prochain, à compter de 20 heures, ce sera au tour du trio Hochelaga. Trio réputé s'il en est un. Moi, Oui. je Et pense nous aussi. recevons le pianiste de ce trio, D'Antonio Pisano. Bonjour, D'Antonio. Salut. Bonjour, enchanté d'être avec vous ce matin. Un beau programme, hein, non? Tout à fait. Oui, on va ouvrir le concert avec le premier trio de Beethoven, donc qui est un trio très classique qui plaît de beaux petits moments, puis qui est un peu nostalgique pour moi puisque c'est la première œuvre que j'ai jouée avec Anne et Dominique, les autres membres du trio. Donc ça, c'est vraiment pour moi un coup de cœur à jamais. Puis on va enchaîner avec le trio de Novak. Vitoslav Novak, qui est un compositeur tchèque, qui a étudié la composition avec Dvorak. Et puis, donc, c'est une œuvre que l'on vient tout juste d'enregistrer d'ailleurs, puis qui est disponible sur nos réseaux, qui est une œuvre en un mouvement, qui est comme divisée en quatre mouvements qui se succèdent là, sans arrêt. Et puis, donc, c'est une pièce qu'on a lue il y a à peu près un an, et puis on a eu un coup de cœur pour cette œuvre. Donc, il y a comme une petite ressemblance, disons, à Rachmaninoff. Puis, plus tard dans sa vie, Novak va développer des couleurs un petit peu plus impressionnistes, là, dans le même style un peu que Debussy. Et puis, on termine le concert avec un grand trio, le premier trio de Mendelssohn en mineur. Donc, vraiment époustouflant, haut en couleur et en émotion. D'Antonio, parle-nous justement des membres de ce trio Hochelaga. Tout à fait. Donc, au violon, on a Anne Robert, membre fondatrice du trio. Donc, le trio qui en est maintenant à sa 24e saison l'an prochain. Et puis, qui est une violoniste qui a une carrière internationale, que j'ai rencontrée, moi, dans le cadre de mon travail au Conservatoire de Montréal, où j'ai été assignée à sa classe et ce fut honnêtement un coup de foudre musical entre elle et moi très rapidement. Et donc, ça a ouvert la porte là, à ce que je me joigne à Anne et Dominique au séjour Ostini, le violoncelliste, ma foi, incroyable, et puis qui est aussi compositeur, qui va d'ailleurs figurer dans notre prochaine saison, non seulement en tant que violoncelliste, mais aussi nous aurons la chance de jouer quelques-unes de ses œuvres. Donc, c'est vraiment un trio incroyable. Il faudrait que tu nous parles un petit peu du lieu d'où tu réalises on est en conversation avec toi. On est au domaine Forget et c'est un domaine Exact. que tu connais bien parce que tu y travailles, tu y enseignes et tu as des responsabilités aussi. Exactement, oui, je suis au domaine Forget Charlevoix. Je suis coordonnateur pédagogique pour l'académie. Donc, je travaille avec des artistes tout l'été d'à travers le monde. On a eu Yannick Nézet-Séguin récemment. Cette semaine, on avait Boris Fegelman, qui est un Russe qui habite en Italie, un violoniste extraordinaire. On a eu des artistes là, à travers toute la saison. Donc, moi, je travaille effectivement avec la direction artistique, avec Mathieu Lucier, avec Edith Allaire à la nuit. Donc, on prépare le terrain, dans le fond, pour des invités de renom et pour des stagiaires à travers le monde qui viennent profiter non seulement de leur sagesse, mais aussi venir écouter leurs concerts. Donc, c'est vraiment une chance hallucinante de pouvoir passer mon été ici, baigné dans la musique et avec des artistes extraordinaires. Parce que c'est un temps musical dans la nature, hein, dans Charlevoix, qui est absolument, les paysages sont tellement beaux, c'est tellement agréable d'y travailler. Tout à fait. C'en est presque difficile de montrer en image à quel point c'est extraordinaire ici. C'est juste un paysage grandiose. En plus, avec le jardin des sculptures qui vient agrémenter tout ça, c'est juste un endroit magique. J'aimerais qu'on revienne une seconde au concert du 10 qui va être présenté, je le rappelle, à la petite église de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans, qui est sur la pointe ouest de l'île, avec une vue magnifique, parce qu'on voit tout Québec à partir du parvis de l'église. Et c'est en même temps une église dont l'intérieur est complètement en bois, ce qui facilite énormément toute la sonorisation
pour, entre autres, la musique de chambre. Exactement. C'est vraiment, ça va être la première fois pour moi à cette église, mais j'ai vraiment hâte parce qu'effectivement, le fait d'avoir nos instruments comme ça qui puissent vibrer, résonner dans quelque chose comme ça d'organique, de naturel, en bois, donc c'est juste une chance extraordinaire et puis on a bien hâte de rencontrer le public qui, je sais, est fidèle et vient à chaque jeudi pour cette belle série de musique de chambre. On a très hâte. Parce que la photo que l'on voit en ce moment est prise à partir de l'hôtel. Tu vois, c'est vers la porte, vers le côté ouest, si on veut. Et en même temps, c'est lumineux. Franchement, c'est un endroit absolument idéal, que je connais très bien d'ailleurs, mais on n'insistera pas là-dessus pour l'instant. Mais j'aimerais aussi que tu nous racontes un peu, après ton séjour là-bas, tu continues à travailler au domaine Corvée pour la programmation, comme tu parlais tout à l'heure, mais tu aussi, tu étais à Montréal, tu es au conservatoire toujours. Exactement, oui, oui, j'ai un poste comme pianiste, comme professeur pianiste accompagnateur au Conservatoire de Montréal. Donc, j'accompagne des classes de cordes, de violon, les classes de piano, des classes de contrebasse aussi pour l'an prochain. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis au conservatoire et puis c'est juste une chance extraordinaire. Je suis absolument comblé d'être avec cette institution, là, d'avoir non seulement un emploi qui est garanti, qui est stable, mais en plus, dans mon domaine, et de pouvoir s'épanouir avec des étudiants d'un niveau extraordinaire, puis de jouer du répertoire extraordinaire avec eux, puis de collaborer, de rencontrer les futurs artistes internationaux. Donc, c'est vraiment une chance inouïe. J'en suis très heureux tous les jours. D'Antonio Pisano, c'est pas québécois. Ça vient d'où? Et oui, c'est italien. En fait, mon père est italien, d'origine calabraise, donc de Mammola. C'est tout près de la capitale de la Calabre, Reggio. Puis, quand je vais visiter ma famille là-bas, on voit de l'autre côté de la mer la Sicile, là. Donc, c'est vraiment au bout de la botte, le gros orteil. Et puis, ma mère est québécoise, en fait. Et puis, quand ils ont quand ils se posaient la question pour mon nom, parce qu'en italien, d'Antonio, ça n'existe pas. C'est comme un compromis entre ma mère québécoise et mon père italien. Donc, mon nom était à la base Di Antonio, donc de Antonio, qui est le nom de mon grand-père. Et puis, la tradition italienne, c'est de mettre un apostrophe, des apostrophes Antonio. Mais ma mère trouvait que pour le Québec, dans les années 80, c'était un petit peu trop progressif. Alors, ils ont opté pour mettre ça tout ensemble, comme ça, là. Puis, donc, c'est assez original et puis, donc, différent, là. Quand je vais en Italie, ma famille ne sont pas capables de m'appeler d'Antonio, c'est Antonio, parce que dans leur tête, ce nom-là n'existe tout simplement pas. Et tu as étudié où, Antonio? Alors, ben moi, j'ai fait mes études à McGill. J'ai étudié avec Richard Raymond. C'est encore exceptionnel de non seulement maintenant être collègue avec lui au conservatoire, mais en plus d'avoir pris le flambeau puisque Richard était membre fondateur du trio Hochelaga. Donc, ça fait une belle arche d'avoir un de ses anciens étudiants, finalement, d'avoir prendre le relais dans une esthétique et un son et une idée musicale similaire. Donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre ce flambeau-là et continuer cette belle tradition avec Anne et Dominique. Il faut dire, Antonio, que tu es à même de constater l'évolution de la qualité des élèves, des étudiants qui passent par maintenant le conservatoire et qui en sortent parce que la barre est devenue très haute. Et ça tient à certains, j'imagine que ça tient à la qualité des professeurs et en même temps à peut-être un changement sociétal dans la société, une approche, un regard là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr qu'on a remarqué, évidemment, avec les événements de la pandémie qui ont grandement affecté les arts et la culture, il va de soi que les gens qui se lancent pour aller en musique, ils ont réfléchi beaucoup. En fait, pas nécessairement moins qu'avant, mais quand même,
c'est un sacrifice un petit peu plus conscient aujourd'hui après avoir vu ce qui s'est passé pendant ces moments-là. Donc, je pense qu'il y a un cœur qui est vraiment là, qui est absolument, c'est la base de tout ça. Puis, oui, effectivement, le niveau professoral est juste extraordinaire dans le réseau du conservatoire. On a la chance aussi, comme moi, tu sais, d'être pianiste accompagnateur, de voir les étudiants sur une base régulière, de pouvoir les coacher, de travailler avec eux. Puis ça, c'est juste quelque chose de propre au conservatoire qui est juste une chance inouïe et pour nous et pour les étudiants d'avoir cette base-là, d'avoir ce soutien-là constant. Donc, ça amène les étudiants, ça aide à amener les étudiants juste à un autre niveau. Mais c'est clair que les taux se resserrent un petit peu par rapport au nombre d'étudiants, tout ça, etc. Mais c'est des étudiants qui sont corps et âme dévoués à la musique et à leur carrière en musique. D'Antonio, en plus d'être professeur, de travailler dans le projet, de jouer dans le trio Hochelaga, ça t'arrive aussi d'être pianiste à l'Orchestre métropolitain, entre autres? Effectivement, depuis 2010 que je suis surnuméraire. En fait, c'est là, c'est où on s'est rencontrés. Donc, puis c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Donc, oui, je suis pianiste surnuméraire. De temps en temps, là, quand il y a une opportunité, là, soit si ma collègue Jennifer Bourbage n'est pas disponible ou si on a besoin des fois de plusieurs claviers, je suis toujours là. C'est un plaisir de travailler avec l'OM et d'autant plus avec Yannick. C'est juste un charme extraordinaire. La première fois que je raconte souvent cette petite anecdote à nos étudiants en direction qui viennent ici avec Yannick. La première fois que j'ai travaillé avec Yannick à l'OM, il était venu se présenter avant la répétition. Il est venu voir à mon instrument. Il savait mon nom. Il est venu me voir dire «Salut, moi c'est Yannick», comme si je ne savais pas qui il était. Mais juste d'une humilité, puis tu sais, c'était de prendre le temps, quelques secondes, de venir me voir, de dire «Je sais qui tu es, je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui, de faire de la musique», de m'inclure dans la belle famille de l'OM. C'est une marque de respect et hallucinante. Et puis, moi, je lâche tout. Quand l'OM m'appelle, je suis toujours là pour Yannick et pour l'OM. Yannick, on le rappelle, qui est aussi pianiste en plus d'être Effectivement. d'orchestre. Alors, d'autant plus, Vous parlez le même langage. Ben oui. Oui, tout à fait. Oui, évidemment. Puis avec la pandémie, on a revu son côté pianiste, d'excellent pianiste, effectivement. Oh, c'est toujours un plaisir de me joindre avec la famille de l'OM. Ça a été fort agréable de converser avec toi aujourd'hui. Je rappelle que le concert entier, je vais te laisser le mot de la fin en nous invitant à aller faire un tour à Sainte-Pétronie. Oui, bien sûr. Donc, Anne, Dominique et moi sommes très heureux de participer à cette belle série. Donc, le jeudi 10 août. Donc, venez nous voir et apprécier cette belle musique romantique de Beethoven, Novak et Mendelssohn. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, D'Antonio.